BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le club BFM Crypto en direct sur BFM Business comme tous les jours de 15h à 15h30. Nous allons parler de stablecoin, nous allons parler largement aussi de régulation. On va parler aussi des enquêtes liées à la criminalité crypto en France. Il y a encore beaucoup à dire avec mes invités. Marc-Antoine Campoletti, journaliste chez Cryptost, est à distance. Bonjour Marc-Antoine, ravi de vous avoir dans l'émission. On vous retrouvera bonjour Sandra. Tout à l'heure. Hubert Blanc-Jouvent, avocat associé en financement au sein du cabinet Ashurst. Bonjour Hubert, ravi de vous accueillir dans cette Sandra, émission. merci. Et face à vous, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School, présidente de Génération Libre. Et je vous ai jamais demandé, mais c'est quoi Génération Libre? Alors Génération Libre, c'est un think tank libéral à 360 degrés, c'est-à-dire qu'en fait, on couvre effectivement toutes les dimensions libérales, qu'elles soient économiques, mais aussi sociétales. Voilà exactement pour l'explication. Vous savez que vous pouvez nous écrire à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr pour nous poser toutes les questions que vous voulez sur ce secteur. Le club BFM Crypto, c'est parti. Nathalie, je commence par vous, justement, parce que vous êtes tombée sur cet article de Stephen Secchetti. Il est professeur de finance internationale à l'université Brandeis, c'est dans le Massachusetts. Il compare les stablecoins à de la mauvaise monnaie. Oui, alors il n'est pas à son coup d'essai évidemment. Secchetti, c'est un prof de finance assez connu, ouais. Et il s'était fait connaître il y a quelques années pour une position très hétérodoxe, qui peut sembler très hétérodoxe. À l'époque, on était à peine, on devait être après la chute de FTX, et il avait dit, donc on était en pleine discussion de comment réguler, que faire, et lui il avait sorti un article dont le titre était assez marquant, Let's Burn them. Donc voilà, faut les brûler. Effectivement. Et donc voilà, ça vous résume sa position. En somme, il disait à l'époque, moi je veux pas les réguler. Donc très tranchante comme opinion, parce que si on les régule, ça veut dire qu'on donne une caution, c'est-à-dire qu'on dit aux investisseurs, vous pouvez y aller puisqu'on va vous offrir un cadre réglementaire. Donc surtout, je ne veux pas qu'on les régule, comme ça elles vont partir d'elles-mêmes, les crypto-monnaies. Ouais. Le Bitcoin comme le reste s'en ira parce que c'est du casino, etc. Donc en fait, il ne fait que dérouler. Enfin voilà, il n'a pas changé. Je pense que c'est clair, il n'a pas changé d'opinion. Et là, il s'attaque exactement au stablecoin. Au stablecoin, exactement, et notamment il remet en cause la solidité de Tether. Et là, c'est assez intéressant. Enfin, on voit vraiment son parti pris parce que déjà, il part de la comparaison qui est un peu hasardeuse. C'est-à-dire qu'en fait, il compare effectivement les stablecoins à l'époque où la monnaie était couverte par 100% d'argent métallique, alors soit de l'argent, soit de l'or. Donc effectivement, on voit bien pourquoi il prend cet exemple puisque c'est du 100%. Donc stablecoin, c'est 100% couverture en dollars. Et il dit, vous voyez, quand les rois, et ça c'est effectivement très connu, quand les rois avaient des besoins de financement, en fait, ils baissaient le contenu de vrai métal dedans pour que ça coûte moins cher à la production. Et on appelait ça le debasement en anglais. Donc comme ça, ça permet d'avoir un profit plus important à la production monétaire. Et ça permettait aux rois de financer une partie de leur guerre sans avoir à lever des impôts supplémentaires. Ouais. C'était de l'inflation en fait, évidemment c'est de l'inflation, mais de l'inflation qui était déguisée. Les gens ne s'y trompant pas, donc cet épisode, il compare à un épisode de l'époque d'Henri VIII, il l'appelle le Copper Nose, parce qu'en fait la pièce, elle était de moins bonne valeur au centre où il y avait le nez, et donc c'était resté comme étant le Copper Nose. Et il dit voilà, en fait c'est comparable, et les habitants ne s'y trompent pas. Enfin, le métal, c'est facile de savoir s'il est vraiment pur ou pas. Parce que chimiquement on peut le tester facilement. Et donc les gens, comme on connaît l'adage, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire qu'en fait les gens dépensaient les fameux Copper Nose tous les jours et gardaient ceux qu'ils avaient acquis avant, ils les gardaient bien précieusement chez eux parce qu'ils avaient un meilleur contenu métallique. Et effectivement, il dit, écoutez, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, parce que comme il n'aime pas beaucoup non plus les stablecoins, mais qu'on voit qu'il a une petite préférence pour l'un des deux. Donc le marché, je rappelle, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 milliards, et celui qui domine, c'est Tether depuis longtemps, c'est celui qui est né en premier. Alors déjà, c'est étonnant qu'il ne se rappelle pas qu'en fait, sur un marché, en général, le premier arrivé a souvent une prime au premier arrivant, et c'est Tether, voilà.
Et il dit, en fait, Tether, qui est là depuis longtemps, en fait, c'est pas un bon acteur. Enfin, c'est quelqu'un qui joue pas avec les bonnes règles. Et comparé à Circle, donc Circle est arrivé beaucoup plus tard par rapport à Tether. Tether, c'est 2014, Circle, c'est 2018, voire 2019. Parfois, je confonds avec Binance, qui est plus là. Et il dit, écoutez, voilà, en fait, Tether remporte le marché. Il a presque 75% du marché aujourd'hui. Et il dit alors qu'en fait, il est moins bon que Circle, moins régulé aussi. Parce que, en fait, pour deux raisons. Parce que la composition de ses réserves est davantage en titres de marché monétaire qui ne sont pas aussi officiellement reconnus que ceux de Circle. Bon, ça, c'est une opinion. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, Circle a plus de titres du marché monétaire de BlackRock que, en fait, Tether, qui a un portefeuille différent, mais toujours en titres, surtout de bons du Trésor américain, mais pas forcément de BlackRock. Donc, visiblement, ça n'a pas l'air de lui plaire. Bon, je vois pas trop l'intérêt, puisque un titre de bons du Trésor qui soit géré par BlackRock ou un autre fonds, c'est un titre du bon du Trésor. Donc, je vois pas quel grief il a à faire contre ça. Et il dit, et effectivement, la différence, c'est que Tether a plus d'or, de bitcoin et de dettes collatéralisées. Alors bon, quand on dit plus, c'est qu'en fait, il a, je crois, à peu près plus de 10%, alors que Circle n'a pas cet équivalent. Et Circle, effectivement, avait cette différence avec Tether, que Circle avait toujours gardé des réserves en cash dans des banques. Et Tether, effectivement, ça n'a jamais été sa politique. Et c'est ce qui avait fait la différence. C'est-à-dire, au moment où Circle avait commencé à avoir du succès dans les années 2020-2021, effectivement, les deux étaient un peu plus au coude à coude, parce que Circle a vraiment eu un engouement lorsqu'il s'est lancé. Eh bien, il se trouve que ça a été l'épisode de la faillite des banques régionales de 2023. Il se trouve que Tether, Circle ayant eu des réserves dans ses banques, eh bien, il a été pénalisé par le marché. Donc, je ne vois pas pourquoi, en plus, il continue sur cette idée que c'est parce qu'il est mal géré qu'en fait, il gagne, puisque là, c'est un épisode de marché qui montre que, malheureusement, Circle, qui a l'air d'être plus obéissant à l'autorité, oui, c'est ça. Il a fait un choix de garder des réserves dans les banques commerciales. Il se trouve qu'elle était en difficulté, c'était la fameuse Silicon Valley Bank. Donc, il s'est fait pénaliser par ses utilisateurs parce qu'ils ont vu que, en fait, Tether, finalement, il avait fait le bon choix de ne pas le faire. Et pour ça, donc, il a repris, en fait, du pouvoir de marché sur Circle, parce que finalement, il s'est avéré avoir eu des choix plus en accord avec la stabilité que l'autre. Et donc, il continue en disant, mais non, mais Tether ne joue pas avec les règles, parce qu'en plus, la deuxième raison, et c'est ce que Sandra, ce que vous invoquiez, c'est qu'en fait, Tether est parti, en fait, de l'État de New York, où au début il avait été, s'était établi Tether, la maison mère. Il est parti, en fait, au Salvador. En réaction à toutes les affaires Binance, à l'instabilité qu'on a pu connaître avec la SEC, puisqu'effectivement la SEC commençait à avoir un peu des côtés arbitraires dans ses décisions. Enfin, on comprenait pas trop comment il voulait réguler. Et donc, effectivement, Tether, qui est quand même un peu toujours le vilain petit canard qui se distingue, a dit c'est comme ça, moi je vais au Salvador, puisque le Salvador accueille favorablement voilà. Et donc il lui reproche en fait d'être là-bas. Et par association, il dit oui, puis vous voyez, en fait, finalement, il permet, en fait, on contrôle moins, à cause de ça, on contrôle moins les transactions qu'il fait. Oui, c'est ça. Et il voudrait presque, il dit, il faudrait pas réguler par pays, il faudrait réguler par outils. En réalité, exactement. Et finalement réguler les stablecoins eux-mêmes un par un. C'est ça qui est marrant. Oui, c'est presque ça, effectivement. Il dit, vous voyez, à cause de ça, donc, alors, c'est assez paradoxal sa position, parce qu'en même temps, il dit, Tether, en fait, fait face à plus de transactions illicites et qu'il bloque, en partie, il bloque une partie de ces transactions. On avait évoqué dans les dernières émissions, effectivement, ce fait assez majeur récemment, qui consiste, on a vu que les stablecoins étaient beaucoup plus utilisés pour contourner les sanctions sur les pays. Donc ça, c'est vraiment le fait qui a émergé avec la guerre en Ukraine. C'est vraiment depuis 2022. Effectivement, c'est une réalité. Mais je dirais que c'est de la pratique, c'est-à-dire que vous êtes un État. Maintenant, vous avez un nouveau jeu devant vous, et vous vous apercevez qu'en utilisant des stablecoins ou en utilisant Bitcoin, finalement, vous pouvez passer au travers des sanctions. Évidemment, vous le faites. Ce n'est pas à cause des stablecoins, c'est pas la vocation du Bitcoin, c'est qu'effectivement, comme avant le cash en nature, c'était un moyen de contourner n'importe quelle sanction, puisque ça n'a pas d'odeur et c'est pas traçable.
Bien aujourd'hui, toute la monnaie est traçable, enfin une grande partie est traçable, mais effectivement, il s'avère que dans les stablecoins et Bitcoin, il y a c'est des choses qui sont quand même donc centralisées pour les stablecoins, mais pas centralisées pour le Bitcoin. Il y a des choses qui peuvent passer plus facilement qu'à travers d'autres moyens. Donc c'est une position un peu étrange parce que Tether, il a effectivement, on peut peut-être l'accuser de ne pas assez bloquer de comptes. Bon, ça, je dirais, je pense pas que ce soit pour sa réputation. De toute façon, il n'a pas trop intérêt non plus à laisser trop de comptes illicites ou en tout cas qui créent des dommages à ses autres clients parce qu'il faut qu'il fasse quand même attention à la qualité pour ses autres clients, qu'ils soient pas trop exposés à ce risque-là. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu réputationnel pour Tether, mais clairement, en tout cas, Professeur Sekuti n'aime pas les cryptos et il n'aime pas les stablecoins non plus. Et il a presque un peu les mêmes arguments que les Européens sur la réglementation. Exactement. C'est-à-dire il y a de la criminalité, tiens, on va encore réguler, ce qu'ils vous avez énormément agacé. Et en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que la criminalité a toujours trouvé un moyen de se financer. Enfin, je veux dire, voilà, alors qu'on puisse regretter qu'effectivement, il y en a plus aujourd'hui sur les stablecoins, mais bon, je dirais que c'est juste dû à l'expansion du marché. Plus un marché, on est passé de même pas 6 milliards avant 2020 à aujourd'hui 300, forcément, voilà, ça donne des idées. Argument fallacieux, dit Nathalie Janson, ça ne va pas du tout. Et on va continuer à parler de réglementation, mais justement en Europe, parce que tic-tac, ça y est, ça approche. On est à quelques jours maintenant, Hubert Blanjouvent, de cette période de transition. MiCA, 1er juillet, comment c'est géré en France pour vous, Hubert ? Alors, merci Sandra. Effectivement, on a une actualité particulière autour du règlement MiCA, avec cette date du 1er juillet 2026, qui arrive demain, et qui a un impact absolument critique sur un certain nombre de prestataires de services qui, jusque-là, en tout cas en France, étaient autorisés à fournir des services et qui, dès le 1er juillet 2026, devront arrêter cette activité et interrompre la fourniture de services à leurs clients. Alors, juste quelques remarques. D'abord, le 1er juillet 2026, c'est effectivement une date pour la France. C'est une date aussi pour un certain nombre de pays européens qui avaient fait le choix d'une période de transition la plus longue possible, bénéficiant ainsi des 18 mois qui était vraiment la période la plus longue ouverte par les autorités européennes. D'autres pays européens ont accordé des périodes de transition beaucoup plus courtes, de 6 mois pour les Pays-Bas, par exemple, ou de 12 mois pour l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Donc cette période de 18 mois, finalement, on peut se dire que ça a été un atout pour les prestataires de services français qui ont pu bénéficier de cette période relativement longue. Maintenant, malheureusement, tous les dossiers n'ont pas pu être instruits. Il n'y a pas tant que ça. Et même au-delà, tous les prestataires n'ont pas pu déposer de dossier. Volontairement, parfois, parce qu'ils n'ont pas voulu faire face au coût, en fait. Ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher, à la fois à l'entrée et puis dans la gestion quotidienne de cette activité. Devenir agréé en vertu du règlement MiCA et continuer à exercer cette activité sous la supervision de l'AMF, effectivement, ça peut coûter cher. Ça va rentrer donc en vigueur, là, officiellement, avec chaque pays qui va avoir le nombre d'acteurs, finalement, ça y est, qui a cet agrément, mais il y a déjà une sorte de période d'observation pour se dire est-ce qu'on a bien fait, une sorte de consultation publique en vue peut-être d'améliorer ce texte MiCA pour la suite. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Vous avez raison, Sandra, c'est quand même assez amusant de voir qu'un texte qui a été publié en 2023, qui est entré pleinement en vigueur fin décembre 2024, avec une période de transition qui n'est pas encore achevée, donne lieu à une consultation publique qui a pour objet, en fait, de s'interroger en toute sincérité. Les Européens se posent la question de savoir est-ce qu'ils ont bien fait au moyen du règlement MiCA ? Est-ce qu'ils ont bien fait ? Est-ce qu'ils réglementent bien les services, les produits ? Est-ce qu'une réglementation sectorielle sous le règlement MiCA devrait regrouper l'ensemble des instruments, y compris des instruments financiers tokenisés qui, pour l'instant, sont réglementés sous l'empire d'une autre série de textes communautaires. Est-ce que tous ces produits devraient être regroupés sous le règlement MiCA, par exemple, ou est-ce que la réglementation doit rester produit par produit ? Est-ce que tous les services, est-ce que toutes les activités sont bien réglementées sous le règlement MiCA ? Ça, c'est une vraie question. Pour vous, c'est de l'amateurisme. On n'a pas vu à quoi allait ressembler le secteur, parce que là, ça y est, on commence quand même à avoir une vue un peu plus précise. Et effectivement, on l'a déjà dit sur ce plateau, mais il y a les 3/4 des entreprises
qui n'ont pas pu l'avoir, cet agrément, en fait, sur la totalité du secteur. Donc, c'est de l'amateurisme ou c'est, bon, maintenant qu'on a remis de l'ordre, on va pouvoir un petit peu faire une réflexion sur les acteurs qui sont solides? Alors moi, je vais vous dire, je le vois plutôt de façon très positive. Et je pense pas du tout que ce soit de l'amateurisme. Oui. C'est pour moi révélateur de deux choses. La première chose, c'est le règlement MiCA se veut un règlement compétitif pour l'Union européenne. Donc face à ce qui est fait aux États-Unis, face au volontarisme de l'administration américaine, eh bien les Européens décident de réagir et ils réagissent maintenant plus tôt que d'habitude. Pourquoi pas? Pour moi, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il est vrai que le marché des cryptoactifs est un marché qui évolue à une vitesse extraordinaire. Des nouveaux produits sont créés quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Donc pour moi, le fait que les autorités communautaires réagissent aussi rapidement, même si c'est vrai, c'est un peu facteur d'instabilité, c'est un peu facteur d'insécurité juridique, mais finalement, pour moi, c'est un bon signe, un signe positif. Un commentaire sur les stablecoins aussi, parce qu'il y a cette réglementation MiCA, mais c'est vrai que les stablecoins, déjà, on a du mal à en faire en euros, nous qui sommes européens, et puis la réglementation, on essaye aussi d'adapter ça. Comment ça se finalise finalement, Hubert? La réglementation autour des stablecoins est particulièrement complexe. Bah oui. Et inadaptée, peut-être. Et inadaptée peut-être, mais en tout cas, elle est particulièrement complexe parce qu'elle cumule en fait l'application de différentes réglementations communautaires qui n'ont pas été conçues forcément pour fonctionner ensemble. Typiquement sur les stablecoins, quand vous fournissez certains types de services sur ces produits, vous allez devoir obtenir non seulement un agrément sous le règlement MiCA, mais également un règlement de prestataire de services de paiement ou en tout cas d'agent de prestataire de services de paiement pour fournir ces services. Donc oui, c'est une réglementation particulièrement compliquée. Elle est quand même à l'image de ce type de produit qui, comme vous le disiez, soulève un certain nombre de questions. Est-ce qu'elle va être simplifiée dans l'avenir? Peut-être. Est-ce qu'on a donné le secteur crypto aux banques? Pardon? Est-ce qu'on a donné le secteur crypto aux banques? Pas encore, je crois. Là, pour moi, la question, c'est est-ce que les banques vont récupérer ce secteur crypto? Et effectivement, on peut penser que les acteurs bancaires sont particulièrement bien équipés pour récupérer en fait une part importante dans un secteur régulé. Elles ont l'habitude de la réglementation, de la compliance. Elles ont les effectifs et la substance et les équipes. Elles ont déjà l'expertise. Oui, c'est ça, exactement. Et la confiance, évidemment, des investisseurs, des consommateurs. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne part aussi des choses pour faire évoluer le secteur, après et des régulateurs, ça c'est vrai. Une petite réaction, Marc-Antoine, sur ce qu'on vient de dire sur cette réglementation avant d'aborder notre sujet pour finir. Écoutez, moi justement, j'allais un peu parler de MiCA et de tous les acteurs régulés CAS, parce que quand on voit dans la criminalité, dans la cybercriminalité, on voit que c'est vrai que les acteurs régulés ont tendance à être mieux protégés des attaques, des cyberattaques et avoir plus de résilience face à ce risque. Après, je partage aussi cet avis selon lequel, une fois que MiCA va être verrouillé à la fin du mois, en fait, on aura une poignée d'acteurs qui auront tout le marché et on aura les banques, effectivement, qui pourront un peu se servir et toutes les petites boîtes, tout l'écosystème de start-up, toute cette myriade d'entreprises qu'on a encensées, qui faisaient un peu la fierté française et européenne, on se demande si elles vont pas disparaître, simplement se faire racheter ou se faire avaler par les gros, quoi. Oui, effectivement, c'est la question qu'on se pose. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on avance, donc quoi qu'il arrive, c'est comme ça, et puis on verra ce que ça va donner. Et puis c'est vrai que ça donne, en termes de sécurité, des garanties, malgré tout, parce que c'est le constat qu'on fait avec vous régulièrement. Vous enquêtez, vous, sur les cas d'enlèvement, de séquestration liés aux cryptos en France. On l'a dit déjà, on est champions mondiaux dans le domaine. Finalement, un bilan lié à des fuites de données qui ont eu lieu ces derniers mois, en fait. C'est ça, en fait. Quand on enquête un petit peu, on réalise que à la racine de toute cette cybercriminalité, il y a les fuites de données. Donc, nous, on a mené une enquête, en fait. On a remonté après avoir eu des témoignages, après avoir contacté les forces de l'ordre. On a vu notamment que le PENACO, donc le parquet national anti-crime organisé, a mis 88 personnes en examen dans 12 dossiers. En général, ce sont des petites mains. Et quand on continue en fait d'essayer de remonter un peu cette criminalité, on voit que en amont il y a les fuites de données, les hacks, donc dont on entend souvent parler, fuites de données au niveau de l'ANSSI, de Waltio, de Ledger, je sais pas, de n'importe quelle entreprise,
Parfois, vous avez peut-être reçu un mail disant votre mot de passe a été corrompu, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est le premier engrenage de la roue qui aujourd'hui mène à une atteinte à l'intégrité physique des personnes. Quand on lit vos articles, il y a quand même des choses positives. C'est-à-dire que les personnes sont arrêtées rapidement, les enquêtes sont menées, les comparutions immédiates sont faites. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que d'une part, le profil des victimes a changé et que, évidemment, comme vous l'avez dit, les commanditaires sont rarement arrêtés, en fait. C'est ça. Donc, on a des commanditaires qui sont... on a eu un qui a été condamné là au Maroc à 25 ans de prison. Donc, il n'y a pas d'extradition parce qu'il est franco-marocain. Donc, pour les commanditaires, on a encore un peu de mal. En plus, il y a des pays où il n'y a carrément pas de collaboration avec la justice française. Et au niveau des victimes, on a aussi des soucis parce que, en fait, on voit qu'il n'y a pas besoin d'être un influenceur qui filme sa grosse montre sur les réseaux sociaux pour être ciblé. Contrairement à un peu ce que dit, ce qu'on peut entendre au niveau de l'État qui dit voilà, faites attention à votre présence en ligne. En fait, ce qu'on appelle l'hygiène numérique, c'est bien au-delà de frimer sur Instagram. Il peut y avoir beaucoup de points de fuite de données, que ce soit au niveau d'une adresse IP qu'on a laissé traîner, au niveau d'une application qui va avoir en fait un mode GPS activé qui va permettre ensuite à des personnes de nous identifier. Et en fait, ce qu'on voit, ça rejoint un petit peu ce que je disais avec Mika et les entreprises CASP, c'est que c'est pas forcément au niveau de l'entreprise finale avec laquelle on interagit qu'il va y avoir un problème, mais ça peut être de plus en plus au niveau des intermédiaires. Et c'est de plus en plus à ce niveau-là que les pirates vont aller chercher des failles, trouver des petits endroits, récupérer une petite information qui va traîner et petit à petit, en fait, constituer un dossier, une fiche client pour, à terme, arriver à avoir des informations pour attaquer une entreprise, attaquer un particulier. Et le tout commandité de l'étranger avec un donneur d'ordre qui va réunir une personne qu'il a pu faire chanter ou corrompre au niveau de l'État, comme on a eu avec quelqu'un du fisc qui vendait des fiches de ses clients, quoi. Mais qui avait été jugé, en l'occurrence. C'est suivi, je veux dire, c'est ce sur quoi vous alertez, c'est qu'à la fois les enquêtes sont suivies, il y a des hommes qui sont mis sur le coup, on l'a dit, les comparutions immédiates sont là. En revanche, les différents services, et notamment avec les commanditaires qui sont à l'étranger le plus souvent, ont du mal à se coordonner, ce qui veut dire que finalement, les agresseurs ont toujours une longueur d'avance, quoi, pour conclure. Exactement, oui. En fait, il y a une montée en puissance cyber, donc ce qui est nécessaire pour pouvoir reprendre la main sur ce problème. Il y a une volonté de centraliser au niveau de l'État, donc qui a créé l'OFAC en fin 2023. Mais en fait, malgré ça, en même temps qu'il a créé l'OFAC rattaché à la police nationale, l'État a aussi créé l'UN Cyber, qui est en fait un espèce de service jumeau, mais au niveau de la gendarmerie. Et nous, vu qu'on a fait un peu une enquête ces derniers temps, on a contacté des sources proches du ministère de l'Intérieur, un peu qui ont bien accepté de témoigner sous anonymat. Et en fait, ce que ça a révélé, c'est que non seulement ces deux services ne travaillent pas forcément ensemble, ne partagent pas les infos, parce qu'en fait, il y a un côté un peu guerre de chapelle qui fait que chacun veut briller, veut réussir et donc veut devenir le service de référence. Non seulement ils ne collaborent pas, mais ils en viennent même, dans certains cas, à enquêter l'un sur l'autre pour savoir quelles sont les sources, ce que l'autre connaît sur l'affaire, et donc être en compétition pendant qu'il y a une personne qui est retenue otage, comme c'est arrivé lors d'un enlèvement dans l'Isère. Ouais. Donc il y a un vrai problème de coordination en fait. Oui, c'est ça. Et effectivement, il va falloir que ça avance aussi parce que, vous l'avez dit, ils ont étendu finalement leur champ d'action à des investisseurs qui ne font pas fortune. Dans un de votre article, on voit bien qu'il y a une des victimes qui dit, quand j'ai vu combien ils me demandaient, j'ai compris qu'ils ne savaient pas qui j'étais parce qu'effectivement, j'avais pas cette somme-là, quoi. Donc c'est complètement fou cette façon d'agir. Merci à tous les trois. Ça me fait penser qu'il faudra qu'on fasse une émission spéciale hygiène numérique, notamment sur vos outils crypto, et on en fera une d'ici la fin de la saison, je vous le promets. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School, présidente de Génération Libre.
Hubert Blanc-Jouvent, avocat associé en financement au sein du cabinet Ashurst, et Marc-Antoine Campoletti, journaliste chez Cryptost. Merci pour vos infos. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.